Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans une vidéo dans laquelle je vais vous faire le bilan du printemps japonais qui est un challenge organisé par Antastesia et qui consistait à lire de la littérature japonaise pendant le printemps. Je n'avais pas participé l'année dernière, donc cette année j'ai décidé de participer en lisant quelques ouvrages que je vais donc vous présenter avec un petit peu de retard évidemment, mais bon, c'est pas très grave. Je vais vous présenter 4 livres et 2 films dans cette vidéo. Je vais vous mettre un chapitrage puisque je sais que vous me suivez principalement pour les livres, donc si les films ne vous intéressent pas, vous pourrez passer cette section et vous concentrer uniquement sur la littérature. A noter que je ne vais pas vous parler de La fille de la supérette de Sayaka Murata que j'avais lu dans le cadre d'un vlog où je lisais pendant 24 heures, donc je vous ai déjà fait une revue, je pense, assez complète de ce livre. Donc si vous voulez avoir mon avis sur ce texte, je vous encourage à aller voir la vidéo en question. Le premier livre dont je voudrais vous parler, c'est un recueil de 2 nouvelles qui s'appelle Kitchen de Banana Yoshimoto, qui est une autrice japonaise contemporaine. Kitchen, c'est le titre de la première nouvelle, mais le livre comporte aussi une nouvelle qui s'appelle Moonlight Shadow, qui est beaucoup moins connue que Kitchen, qui est vraiment considéré comme le chef-d'œuvre de l'autrice. Dans Kitchen, on va suivre Mikage, qui est une jeune fille qui vient de perdre ses grands-parents et elle se retrouve donc orpheline. Elle va être hébergée par son voisin et sa mère. Elle va pouvoir donc passer son deuil en compagnie de ces derniers. Elle se trouve dans un état un petit peu végétatif. En fait, Mikage est une jeune fille qui est très attirée par les cuisines. Elle ne se sent bien que quand elle est dans cet environnement de cuisine et elle devient assez vite fascinée par la cuisine de Yuchi et de Eriko, sa mère. Et elle va y passer énormément de temps et c'est comme ça qu'elle va un petit peu apprendre aussi à faire son deuil. Eriko, c'est un personnage qui est assez intriguant, donc la mère de Yuchi. C'est une femme transgenre qui est très belle, qui va tout de suite très vite fasciner Mikage. Et elle va elle aussi mourir, et avec Yuchi, Mikage et Yuchi vont essayer à deux de faire leur deuil de leurs parents respectifs et apprendre à retrouver une vie normale après la perte d'être cher. C'est une nouvelle étonnamment qui est assez feel good, j'ai trouvé. En connaissant le sujet, je me disais que ça serait peut-être une nouvelle assez lourde à lire, mais en fait, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de légèreté dans la manière dont le thème était traité et beaucoup d'espoir. C'est vraiment une nouvelle qui s'attarde beaucoup plus sur la manière dont on peut sortir du deuil plutôt que les conséquences on va dire négatives, forcément attachées à un deuil. Ici, les personnages, il est vraiment montré la progression des personnages vers leur nouvelle vie, vers une ouverture, et Yuchi et Mikage vont vraiment à deux réussir à sortir de leur deuil et à trouver du positif dans leur vie à venir. J'ai trouvé que c'était assez réconfortant, il y a vraiment une atmosphère réconfortante qui se dégage de ce livre, notamment par l'univers de la cuisine qui est très présent. La cuisine, elle a une dimension symbolique ici, c'est un lieu de réunion évidemment, c'est un lieu de chaleur, de convivialité, mais aussi un lieu rassurant puisque une cuisine c'est vraiment l'intimité d'une maison, son centre de vie, et Mikage par cette fascination par la cuisine va un petit peu fusionner avec la cuisine et trouver dans cette pièce un nouveau réconfort par rapport à son deuil. Donc ça c'est vraiment quelque chose qui participait à cette atmosphère un peu douce, un petit peu feel good de ce livre. Le livre est aussi très émouvant, mais une bonne émotion, une émotion positive, une émotion qui ne nous rend pas triste, qui nous rend peut-être un peu nostalgique, mais dans l'ensemble, je trouve que c'est pas une lecture difficile. Alors je n'ai pas connu à titre personnel de deuil difficile dans ma vie, donc peut-être que je m'avance un petit peu en disant ça, mais j'ai l'impression que ce n'est pas un livre qui peut potentiellement remuer des souvenirs douloureux, mais plutôt un livre apaisant et voilà, donc c'était une excellente nouvelle, donc j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé aussi la deuxième nouvelle, Moonlight Shadow, qui parle aussi de deuil, mais cette fois la nouvelle va vraiment se concentrer sur la première phase du deuil qui est, on va dire, l'acceptation et non pas le mouvement vers la vie. On va suivre une jeune femme qui va essayer de revenir sur les lieux du meurtre de son petit ami, de la mort de son petit ami, pour essayer de tourner définitivement la page. C'est pareil, c'est une nouvelle assez feel good dans l'ensemble qui se tourne, enfin qui est une porte ouverte vers l'espoir plutôt que vers le malheur ou la tristesse. Ici, cette jeune fille dont j'ai
malheureusement oublié le nom, va revenir sur le lieu de l'accident de son petit ami. Et la fin de la nouvelle est un petit peu mystique, presque surnaturelle. Il y a vraiment un événement qui va se passer qui va l'aider définitivement à tourner la page. Donc c'est assez intéressant de lire ces deux nouvelles ensemble puisqu'elles décrivent deux phases de deuil assez différentes. Et dans l'ensemble, elles sont écrites un petit peu avec la même tonalité. Donc je trouvais que c'était intelligent de les réunir ensemble. Je ne sais pas si à l'origine elles ont été publiées ensemble ou si c'est l'édition qui les a réunies. Mais en tout cas c'est un très bon recueil qui se lit très facilement. Donc voilà, si ce sont des thématiques qui vous intéressent, que vous aimez la littérature japonaise, je vous conseille vraiment cette nouvelle. Ensuite j'ai lu la musique de Yukio Mishima qui est un auteur que j'aime beaucoup. J'avais lu Confession d'un masque et Le Pavillon d'or qui sont ses deux textes les plus connus. Et la musique, c'est un texte qui est souvent présenté comme un texte un petit peu à part de la bibliographie de Mishima. On retrouve pas forcément les thématiques qu'il apprécie d'habitude et c'est vraiment un texte assez particulier. Moi j'ai jamais lu un texte pareil personnellement, que ce soit chez Mishima ou un autre. En fait on va suivre Reiko qui est une jeune femme qui n'arrive pas à avoir de plaisir sexuel avec son partenaire qui s'appelle Ryuichi. Et elle va donc consulter un célèbre psychanalyste et le texte que nous avons sous les yeux, ce sont les notes du psychanalyste en question qui retranscrit ses séances avec Reiko et qui essaye de l'aider à ressentir à entendre cette musique qui est une métaphore pour le plaisir sexuel qu'elle n'arrive pas à ressentir. Il va donc remonter un petit peu la vie de Reiko et essayer de comprendre s'il y a eu un événement dans sa vie qui a fait qu'actuellement elle ne peut pas ressentir de plaisir. C'est un texte très complet dans le sens où on retrouve énormément de thématiques, de genres littéraires qui sont entremêlés. Déjà la forme, le style du psychiatre est très froid, très subjectif. On a vraiment l'impression de lire les notes d'un docteur. Et en même temps, dans le livre, peut-être question quand même de sentiments, d'émotions. Il va y avoir des tonalités, notamment à la fin, presque fantastiques, surnaturelles, qui tranchent un petit peu avec le ton froid du psychanalyste. On va retrouver une intrigue un petit peu policière, qui fait penser à un roman policier, puisqu'on va vraiment essayer de comprendre le cheminement de Reiko, ce qui l'a amené à ne plus ressentir de plaisir. Cette enquête prend vraiment des étapes d'intrigue où le psychanalyste est vraiment l'enquêteur et Reiko est à la fois la victime mais aussi un petit peu la coupable, puisqu'entre les deux personnages va se mettre en place un jeu duquel on sent que Reiko est quand même un petit peu manipulatrice, qu'elle se joue un petit peu du psychiatre, qu'elle le mène en bateau, qu'elle lui fait emprunter des sentiers qui ne mène à rien, et lui va devenir peu à peu fasciné quand même par cette patiente, il va s'immiscer dans sa vie, ils vont vraiment quitter cette relation entre patient et docteur pour vraiment devenir beaucoup plus proches. Donc le texte est vraiment... Enfin, à chaque page, on a vraiment des rebondissements, on a vraiment la découverte d'un nouvel univers, on a des changements de style, des changements de genre, ce qui fait que cette œuvre est un petit peu inclassable, moi je trouve, que ce soit dans la bibliographie de Mishima, mais aussi en général, en littérature japonaise, en littérature tout court. Moi j'ai rarement lu un livre comme ça. Donc rien que pour ça, je pense que ça vaut le coup. Je trouve que c'est une lecture intéressante, ça se lit assez bien, il n'y a pas vraiment de moment où on s'ennuie, au contraire c'est vraiment un rythme assez effréné. Néanmoins, si vous ne connaissez pas Mishima, vous n'avez jamais lu Mishima, je vous conseille pas forcément de commencer par cette nouvelle, par ce roman pardon, parce que c'est vraiment différent de ce qu'il fait d'habitude et c'est particulier quand même, donc je pense qu'il vaut peut-être mieux avoir un petit peu une connaissance de son œuvre avant de se plonger dedans. C'est une œuvre qui oscille aussi entre horreur, comique, grotesque, burlesque. C'est très complet, enfin, il y a vraiment énormément de touches, de registres, de genre dans cette nouvelle, donc c'est très intéressant. Voilà, c'était vraiment une belle découverte, donc je vous la conseille également. Ensuite, j'ai lu Du côté des sols et des fleurs de Kafu, qui n'est pas le premier livre de l'auteur que je lis. L'année dernière, j'avais lu Une histoire singulière à l'est du fleuve, qui était une très bonne lecture. J'avais beaucoup aimé, d'ailleurs j'avais même hésité à la mettre dans mes meilleures lectures de l'année. C'était vraiment une très bonne lecture et celle-ci a été un peu décevante par rapport à la lecture que j'avais faite de Kafu, même très décevante entre guillemets. Bon, ici Kafu, si vous ne le connaissez pas, c'est un auteur qui
qui parle de Tokyo beaucoup. C'est vraiment un écrivain qui est réputé pour sa connaissance de la ville de Tokyo, pour sa description de la ville de Tokyo à l'époque où il écrivait. Et notamment des quartiers des geishas. C'est vraiment une thématique qui revient dans toute son œuvre. Ça revenait déjà dans Une histoire singulière à l'est du fleuve et ça revient dans ce texte. Donc il est assez réputé pour ça et c'est un auteur qui est très connu au Japon, qui a inspiré pas mal d'auteurs japonais connus. Il est peut-être un peu moins connu en France, en tout cas moi je le vois un peu moins passer, mais ça reste une valeur assez sûre de la littérature japonaise. Ici on va suivre Komayo, qui est une geisha qui a arrêté sa profession pendant 7 ans et qui revient finalement pour exercer à nouveau cette condition dans des circonstances un petit peu mystérieuses. On ne sait pas forcément pourquoi elle est revenue, ce qu'elle a fait pendant 7 ans, pourquoi elle s'est absentée, est-ce qu'elle a été forcée de revenir. Autour de Komayo vont graviter plusieurs hommes. Un homme notamment qu'elle a connu quand elle exerçait déjà en tant que geisha il y a 7 ans, d'autres hommes, et finalement elle va se retrouver un petit peu malgré elle dans ces intrigues amoureuses où elle va être convoitée par énormément de personnes et elle ne va jamais vraiment réussir à trouver son indépendance, à trouver sa propre autonomie. Vont lui être reprochées de nombreuses liaisons, elle va subir les conséquences de ces liaisons. C'est vraiment, je dirais, un livre qui décrit un peu la face sombre, entre guillemets, du monde des geishas, où les geishas finalement sont victimes des manigances des hommes qui gravitent autour d'elles, qui les manipulent, dont elles sont dépendantes. Komayo est un personnage un peu tragique, enfin, j'ai trouvé qu'elle avait un aspect héroïne tragique, où elle est vraiment manipulée, elle subit les conséquences de toutes ses actions, voilà. À part ça, le livre ne m'a pas trop passionnée, je dois l'avouer. Je sais pas si c'est peut-être l'intrigue, finalement il se passe pas grand chose, alors c'est pas forcément quelque chose qui me dérange, mais ici j'ai trouvé qu'il y avait matière peut-être à faire davantage. On va dire que c'est pas un livre qui m'a marqué, qui m'a marqué plus que ça, qui ressort ou auquel je repenserai plus tard. D'ailleurs je l'ai déjà lu il y a quelques semaines et j'ai déjà oublié pas mal de trucs, donc je pense que c'était pas une lecture marquante. Voilà, si vous voulez découvrir quand même Kafu, je pense que c'est un livre intéressant, c'est un de ses livres les plus connus, donc pourquoi pas. Mais moi je n'ai pas trouvé qu'il ressortait quelque chose de cette lecture de particulièrement intéressant, de particulièrement voilà, qui sortait du lot, on va dire. Si vous voulez découvrir Kafu, je vous conseille de lire Une histoire singulière à l'est du fleuve, que j'ai trouvé beaucoup plus intéressant. Voilà. Enfin, je vous parle d'un livre de Yasunari Kawabata qui s'appelle Pays de neige. De Kawabata, j'avais lu Les Belles Endormies, que j'avais bien aimé, mais sans plus, voilà. Kawabata aussi écrit beaucoup sur les geishas, comme Kafu, donc deux auteurs finalement qui se rejoignent sur les thématiques. Je n'avais pas forcément fait le rapprochement d'ailleurs quand j'ai sélectionné mes lectures, je me rendais pas compte que j'allais lire en fait deux histoires qui se ressemblaient un petit peu, alors en très grande ligne évidemment. D'ailleurs les deux geishas dans les deux histoires s'appellent Komayo, donc petite coïncidence, je ne sais pas si l'un a été inspiré par l'autre, mais en tout cas il y avait cette petite coïncidence. Ici on va suivre une histoire qui va prendre 3 temps. On va suivre un voyageur qui va revenir 3 fois dans une petite station dans les montagnes quand il neige pendant l'hiver, pour rencontrer la geisha Komayo, avec qui il va avoir une relation. C'est un petit peu difficile de résumer ce livre parce qu'il ne se passe pas énormément de choses, mais la fin, je trouve, détermine énormément ce qui va se passer, enfin ce qui se passe dans l'histoire. Le narrateur va devenir un peu fasciné par une jeune femme qui s'appelle Yoko, qui vit dans cette petite station avec la geisha Komayo. Et cette relation va devenir vite assez ambiguë, assez mystérieuse, et on va en apprendre progressivement davantage sur le personnage de Yoko. Mais je ne voudrais pas vous en dire davantage parce que je pense que l'histoire se découvre durant le livre. Ce que j'ai aimé dans ce livre surtout, c'est l'atmosphère. Je trouve qu'on est vite plongé dans cette petite ambiance hivernale où l'hiver et la neige ont ici un caractère un peu rassurant, un petit peu stable paradoxalement, un peu réconfortant. On a ce retour cyclique du temps qui marque le bon ordonnement des choses, la règle, la routine, ce qui est rassurant. Et la neige finalement sur cette petite station rappelle cet univers un petit peu chaleureux, un petit peu habituel, un petit peu routinier.
En revanche, l'arrivée du printemps coïncide souvent avec des péripéties, avec un dérèglement, avec des malheurs. Donc on a vraiment l'impression que le temps règle les choses dans ce livre, que le temps sépare ce qui est bien, ce qui n'est pas bien, ce qui devrait être et ce qui ne devrait pas être. Et ça j'ai beaucoup aimé l'ambiance, les descriptions des paysages. Je trouve que c'est vraiment la force de ce livre. Il y a aussi beaucoup de poésie dans le style de Kawabata, dans la description des personnages, dans la fin du livre. J'ai beaucoup aimé la fin, je la trouve assez bouleversante. Donc il y a énormément de choses qui m'ont plu en fait. C'est pas ma meilleure lecture de l'année, c'est pas le meilleur livre japonais que j'ai lu, mais ça reste une très bonne lecture, ça reste une belle lecture surtout. J'aime beaucoup le style de Kawabata, comme je l'ai dit, il est assez évocateur, il est assez poétique, il est assez léger. Voilà, donc si vous ne connaissez pas Kawabata, je pense que c'est un bon début. Celui-là ou les Belles Endormies, je pense que c'est un bon début pour entrer dans son œuvre et pour découvrir cet auteur quand même assez connu de la littérature japonaise. Ensuite, je voudrais vous parler donc de 2 films que j'ai vus. Le premier, je l'ai vu au cinéma. Il était en salle au mois d'avril, c'est Aristocrate. Donc Aristocrate, c'est un film de Yukiko Sode dans lequel on va suivre Hanako, qui est une jeune fille d'à peu près une trentaine d'années, une jeune femme même du coup, qui vient d'une famille extrêmement aisée, donc d'où le titre Aristocrate, extrêmement aisée, extrêmement conservatrice. À presque 30 ans, toutes ses amies sont mariées, elles ont toutes des enfants, et sa famille lui met une sorte de pression pour qu'elle aussi se marie et ait des enfants. Sauf qu'Hanako ne trouve pas chaussure à son pied, elle a un fiancé au tout début du film avec qui ça se termine, elle n'a pas forcément très envie de se marier ni d'avoir des enfants, mais la pression que lui met sa famille la force un petit peu à prendre des rendez-vous, à organiser, enfin sa famille lui organise des dates avec des bons partis, etc. Elle va finir par trouver chaussure à son pied avec un homme d'une famille extrêmement aisée, même plus aisée que la sienne, une famille de politiciens dans laquelle tout l'avenir des enfants est tracé en avance, comme dans la famille d'Hanako. En parallèle d'Hanako, on va suivre une autre jeune fille dont j'ai oublié le nom, je suis désolée, qui elle vient d'un milieu beaucoup plus modeste. Elle a fait des études et elle travaille dans une boîte, mais elle habite dans la périphérie de Tokyo. Sa famille est très pauvre, elle a même peut-être dû arrêter, enfin il a été question qu'elle arrête ses études à un moment pour aider financièrement sa famille, qui ne comprenait pas qu'elle veuille faire des études au lieu de travailler pour les aider. Et cette jeune fille en fait a connu le nouveau fiancé d'Hanako. Et leurs destins vont un petit peu se croiser, ça va vraiment être la rencontre entre 2 mondes qui d'habitude ne communiquent pas. Ce que j'ai beaucoup aimé dans ce film, c'est que les 2 jeunes femmes, même si elles viennent de milieux différents, ne sont jamais présentées comme des rivales. Ça j'ai bien aimé parce que finalement elles se battent pas pour le même homme, mais elles ont toutes les 2 une relation avec le même homme, elles viennent de milieux très différents et le film ne prend jamais la direction d'une rivalité, d'un triangle amoureux. Au contraire, il y a toujours une relation cordiale entre les 2 femmes, où on sent qu'elles ont de la sympathie l'une pour l'autre. Ça j'ai beaucoup aimé, je trouve qu'il y a vraiment une forme de sororité qui se dégageait du film. Et surtout, la réalisatrice s'attarde à montrer qu'un milieu social a énormément d'influence évidemment sur le comportement, etc. Mais qu'au fond, voilà, ces différentes personnes, même venant de milieux différents, restent des bonnes personnes, restent des personnes humaines avant tout, et vont être capables, enfin surtout pour Hanako, Hanako va vraiment être capable de remettre en question ce qu'elle a appris dans son milieu social, à tendre la main vers cette jeune femme qu'elle ne connaît pas, qui vient d'un milieu différent, et à remettre en question vraiment tout le système qui la force à prendre une direction qu'elle n'a pas choisie. Il y a vraiment aussi une critique sociale de ce milieu très conservateur où les femmes ne travaillent pas, où elles doivent s'occuper des enfants, elles n'ont pas de vie, elles n'ont pas une vie très intéressante. Et Hanako, bien qu'elle l'accepte, c'est une jeune fille qui est très calme, qui est très
réservée, donc pendant tout le film, souvent elle n'ose pas répondre, elle n'ose pas s'affirmer, et le film va vraiment montrer son évolution. Elle va vraiment finir par choisir sa vie de femme, et le film prend alors un petit peu la tournure d'une histoire d'éducation, un film d'éducation. Voilà, c'était un très beau film, j'ai beaucoup aimé, j'ai adoré la réalisation, j'ai trouvé qu'il y avait une sorte de paix, de sérénité, d'émotion qui se dégageait du film. Les personnages sont très intéressants. Le film n'en fait pas trop, j'ai trouvé que c'était... tout était plutôt subtil, plutôt nuancé, donc voilà. Il n'est plus en salle je crois, mais si vous avez l'occasion de le regarder quand il sort, je vous conseille vraiment. Le deuxième film dont je voudrais vous parler, ce sont Les Amants sacrifiés de Kiyoshi Kurosawa, qui est un film qui se déroule au début de la Seconde Guerre mondiale, donc en 1941 au Japon. Avant Pearl Harbor, et on va suivre un couple, Sakoto et Yasuharu, qui sont un couple très moderne, le mari, donc Yasuharu, dirige une industrie cinématographique. Sakoto, sa femme, est actrice dans cette même compagnie. Yasuharu va faire un voyage en Chine, en Mandchourie, pour le travail, et il va revenir changer. Sa femme ne va pas le reconnaître, elle ne va pas vraiment comprendre ce qui a poussé le changement de son mari, et en fait on va découvrir sans spoiler que Yasuharu est rentré de Chine en ayant changé ses convictions par rapport au Japon impérial. Il a découvert des choses sur son état, sur son pays qui l'ont révolté, et il va s'engager dans un processus de résistance. Sakoto au début va pas comprendre son mari, et puis finalement les deux vont essayer à deux d'essayer de changer les choses dans leur pays. C'est un film assez classique, on va dire, un petit peu d'espionnage, en même temps assez tragique, c'est un drame. La manière dont c'est filmé, on a une sorte de filtre un peu terne, on a vraiment l'impression que c'est un film d'époque. On a l'impression que le réalisateur a essayé de rendre un petit peu l'ambiance des années 40 et du cinéma des années 40. On a ce petit filtre qui nous aide à nous plonger dans l'atmosphère du film, justement. Donc ça, j'ai bien aimé. Pour ce qui est de l'histoire, j'ai bien aimé, mais sans plus. Je trouvais que tout était un petit peu prévisible, à part peut-être la fin. Mais tout le reste est assez prévisible et tout va assez vite. Alors c'est un film qui est pas très long, c'est 1h40. Après, c'est pas forcément négatif d'avoir un film court, puisqu'aujourd'hui on fait souvent des films très longs. Donc c'est pas forcément négatif, mais du coup j'avais l'impression qu'il y a une partie de l'intrigue qui était pas forcément bien traitée, qui était un petit peu facile. En même temps... c'est pas un film dont on s'ennuie, il n'y a pas de répétition, il n'y a pas de longueur, ça s'enchaîne vraiment très vite, ça se regarde très bien aussi. J'ai beaucoup aimé le personnage de Yasuharu, le mari, beaucoup plus que le personnage de la femme, que j'ai trouvé... Alors, je voudrais pas émettre un jugement de valeur parce que je connais mal le cinéma japonais et je ne sais pas si les techniques d'acting sont les mêmes que les techniques occidentales, on va dire, et donc peut-être que c'est juste une méconnaissance de ma part et que j'ai du mal à m'habituer à une culture que je ne connais pas, donc je ne veux pas juger, mais je n'ai pas aimé la manière dont était jouée la femme. Je l'ai trouvée très forcée, très... comment dire... oui, très forcé, très peu naturel, enfin je sais pas, peut-être que c'était voulu et que c'était ce qui est recherché par les réalisateurs, je sais pas, hein, donc c'est pour ça que je reste prudente, mais en tout cas moi ça m'a pas trop convaincue, donc j'ai eu du mal à m'attacher à ce personnage. En revanche, j'ai trouvé que c'était assez intéressant d'avoir un film aussi critique sur le Japon, donc j'ai trouvé que la dénonciation était très claire, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de courage dans les personnages principaux et que l'horreur aussi de l'état qu'était l'Empire japonais, l'horreur est bien représentée. Voilà, donc dans l'ensemble c'était un bon film, je vous le conseille quand même. Voilà, il y a juste quelques points qui m'ont pas forcément convaincue, on va dire. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez participé au challenge ou si vous avez lu récemment de la littérature japonaise ou vu des films japonais. Et en attendant, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.